L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de liquidation125plus.com qui est un super détaillant de vente en ligne. Dans le fond, Liquidation 125 Plus rachète les surplus d'inventaire des plus grands détaillants au Québec et vous les revendent au meilleur prix. Dernièrement, je cherchais des cadeaux pour mes enfants, puis des fois en ligne, je ne sais pas si je me fais avoir, est-ce que j'ai réellement un rabais, mais quand je vais sur liquidation125plus.com, j'ai toujours le meilleur prix et si je fais la comparaison avec d'autres grands détaillants, j'ai toujours l'assurance d'avoir le meilleur prix sur Liquidation 125 Plus. Rendez-vous directement au www.liquidation125plus.com pour voir l'ensemble de leurs deals. Un très grand merci à eux de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Cette semaine au podcast Ordinaire, je reçois Kayla Louis pour parler de sujets tabous, comme j'aime tant parler. On parle d'une faillite de 276 000 $ qu'elle a fait à ses 22 ans. Elle sortait d'études en podiatrie, a décidé de se lancer sa propre clinique, a vu trop gros, a contracté des prêts, marge de crédit et compagnie. Ça n'a pas fonctionné, une énorme faillite. Et aujourd'hui, elle a écrit un livre semi-autobiographique pour parler de son expérience puis donner un peu de conseils par rapport justement à faire faillite. Elle dédramatise beaucoup le fait de faire faillite au Québec, que beaucoup de gens le voient justement comme un tabou. Elle est super pertinente et le dit vulgairement. Honnêtement, c'est juste beau de l'écouter parler de cette expérience qu'elle a eue dans le passé puis de voir maintenant à quel point ça a changé sa vie d'une façon positive. Donc, écoutez l'épisode d'aujourd'hui, c'est super intéressant. Bon épisode tout le monde. All right, Kayla Louis au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je te remercie d'être avec. Premièrement, merci et bienvenue au podcast Ordinaire. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Je suis vraiment contente. Ça fait plaisir. On a des beaux sujets à parler aujourd'hui, des beaux puis des moins beaux, des sujets un peu plus négatifs, mais je suis content parce que ça va un petit peu différent de ce que je jase d'habitude. Puis je pense que ça va peut-être en réveiller quelques-uns aussi des fois. Je pense que ça peut éduquer les gens sur certaines choses aussi parce qu'aujourd'hui, on parle de faillite. Yes. Toi, tu es assez verbal sur les réseaux sociaux. Je veux dire, tu en parles ouvertement que tu as fait une grosse faillite dans ta vie. Je veux pas qu'on aille trop vite là-dedans parce que c'est quand même comme l'événement de ta vie, je pense, de ta vingtaine. Avant qu'on rentre dans tout ça, veux-tu quelque chose à boire? Là, il est quoi? Il est 9h30. Oui. J'ai des sangrias ici. Il est peut-être tôt un petit peu pour boire ensemble, mais je veux juste quand même qu'on salue nos amis de Stalaconé qui nous offrent les sangrias aujourd'hui. J'en prendrais bien une, mais 9h30, les vacances de Noël sont finies pas mal. Right? C'est un peu tôt pour moi aussi. Sinon, il y a Mindblow qui est ma boisson énergisante. Si jamais tu veux essayer, il y a 2 saveurs, c'est Pink Limonade ou Original si tu es une consommatrice de boissons énergisantes. Sinon, tu peux rester à l'eau avec grand plaisir. Puis si tu prends quelque chose, je vais te suivre avec plaisir aussi. Excellent. Je veux qu'avant qu'on rentre dans le processus de faillite, tu avais 22 ans, ta vie allait très très bien, tu étais aux études. Peux-tu nous parler un petit peu de comment ça a commencé dans le sens où tu étudiais en podiatrie? C'est bien ça? Je ne vais pas dire pédiatrie, non, podiatrie. C'est podiatrie. Ça, c'est les pieds. Exactement. OK. Il y a une différence d'une lettre, mais elle est très importante. Très importante, right? Ta vie allait bien. Parle-moi un petit peu de ce moment-là dans ta vie. Oui, ben en fait, c'est 4 ans d'études, la médecine podiatrique. OK. Puis je compare souvent ça à la médecine dentaire, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tu as besoin de passer par la médecine pour aller en podiatrie, mais c'est pas ça. C'est directement après l'université. Tu peux choisir ce programme-là. OK. Puis ça se donne à Trois-Rivières. J'ai choisi ce programme-là sans... T'as une passion pour les pieds? Ben, c'est ça, là. Vas-y. J'ai rien contre les pieds. Vas-y. C'est juste que on reste dans le domaine de la santé, dans la médecine, dans le bien-être, traiter les gens, la biologie, puis j'ai pas de réel intérêt pour ça, malheureusement. J'ai été là-dedans parce que mes 2 parents sont dans le domaine de la santé. OK. Mes 2 parents sont chiropraticiens. Mes 2 parents aussi avaient leur propre clinique chiropratique. Donc, 2 entrepreneurs dans le domaine de la santé. C'est le modèle, c'est là-dedans que j'ai grandi. Puis, pour moi, ben ça allait un petit peu de soi. Je me suis laissée influencer par ça. Ça te drivait. Ouais, exactement. Puis, mes parents m'ont pas mis de pression, là, pas du tout. Mais je me disais que, bon, je vais aller là-dedans. J'ai des bonnes notes, en plus, à l'école. C'est un programme qui est contingenté. Puis, souvent, à l'école, ben quand tu as des bonnes notes, on te dit, ben va en médecine. Deviens vétérinaire, deviens, pharmacien, tout ça. On dirait qu'on ne donne pas d'autres options nécessairement. Et en même temps, c'est pas parce que tu as des bonnes notes qu'il faut que tu ailles là-dedans. Ça te tente aussi, là, oui, c'est ça. J'en suis la preuve. Je pense que ce qui est important à la base, c'est de vouloir aider les gens, soigner les gens, être vraiment intéressé par le corps humain, puis explorer tout ça. Je sais pas s'il y a un podiatre qui est passionné de pieds dans la vie. Je sais pas si c'est comme
quelque chose de son enfance qui a dit, il me semble que je suis très près de ses pieds, je vais aller étudier là-dedans. Je sais pas. Ben, c'est que ça reste assez large, la podiatrie, là, même si c'est juste les pieds. C'est toute la compréhension de la biomécanique du corps, de la démarche. On passe nos journées hein, sur nos pieds. Ouais. Puis il y a souvent des premiers symptômes de d'autres maladies plus graves qui se présentent au niveau des pieds. Donc, c'est un monde, là, la podiatrie. Puis oui, je te confirme qu'il y a des gens qui trippent là, sur les pieds. C'est pas moi, mais il y en a. Je connais des gens qui ont des fétiches sur les pieds. Là, Oui, si on non. parle de docteur des pieds, je ne savais pas, mais Ouais, je suis ouais. pas en train de rire de ce métier-là, pas du tout. Mais là, dans le fond, tout ce qui est école, ça a très bien été. Fait que tu as fini, tu as eu ton diplôme en podiatrie, Tu tu sais, moi, pouvais exercer. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé l'école. Ça me dérangeait pas. J'aime ça apprendre. Quand j'ai eu mes premiers stages, là, je sentais que je n'étais pas si excitée que ça. Mais OK. tu sais, quand tu as déjà le trois quarts de ta formation de fait, tu es comme, bon, hein, je vais continuer. Puis peut-être une fois, là, tu sais, sur le marché du travail, quand je vais être vraiment autonome, ça va être autre chose. OK. Donc, juste avant de graduer, en fait, j'ai commencé à écrire mon plan d'affaires, à T'étais chercher prête. un local. OK. Ouais. À ce point-là, là. Ouais, on était à l'automne 2011, puis je graduais en juin 2012. OK. Donc, j'avais trouvé un super beau local à Rosemère, pas loin d'ici, OK. d'ailleurs. Puis, j'ai commencé la recherche de mon financement à l'hiver 2012. Puis, j'étais all-in, focus. Il n'y avait rien d'autre pour moi. Il n'y avait pas de je m'en vais travailler pour quelqu'un d'autre. C'était j'ouvre ma clinique. Fait que tu l'as puis même c'est pas tout. fait. T'as jamais été podiatre pour quelqu'un d'autre. Par la suite, oui. OK. Mais On peut à être ce trop vite. moment-là, oui, c'est ça. Fait que dans le fond, là, tu sors de l'école. Tes Ouais. parents t'ont-tu aidé un petit peu dans le processus de... Oui et non. OK. Mon père était à l'extérieur du pays, donc il m'a pas... je lui parle de temps en temps, tout ça, là, mais il m'a pas vraiment aidé. Ma mère, elle m'a aidé, parce qu'au début, même, là, je voyais comme trop gros, là. Je voulais carrément acheter un immeuble commercial, puis le rénover. OK. Puis j'étais loin, là, dans mes affaires. Fait qu'elle, elle m'accompagnait là-dedans. J'avais visité des immeubles commerciaux et tout avec elle. Mais je l'ai un peu comme reviré de bord, si on veut. J'étais tellement certaine que, tu sais, la podiatrie, il y a une grosse demande, ça va marcher, je vais faire du cash. Puis elle émettait quelques doutes par rapport à mes démarches. Puis moi, du haut de mes 22 ans, je connais tout de la vie. J'ai un petit peu d'ego mal placé, peut-être. Je lui disais, tu sais pas de quoi tu parles, tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais. OK. Fait que ça a fait que elle a voulu être là pour moi, mais je l'ai pas laissé OK. être là. Ouais. Juste un petit mot pour le sponsor du jour qui est Renard Boucherie en ligne. Je vais pas me cacher avec la boîte ici, là. Renard qui est dans le fond une possibilité d'acheter votre viande directement sur leur site web. Moi, ce que j'aime, je suis un gros mangeur de viande dans la vie. Mais quand on va à l'épicerie, vous le savez comme moi, des fois, trouver la belle pièce de viande, c'est assez difficile. Puis c'est pas compliqué. Là, il m'a donné la crème de la crème. Là. J'ai du Wagyu japonais ici. Du filet mignon Wagyu juste là. Puis mon Dieu, le mastodonte qui est là. Un tomahawk Wagyu. Il y a plusieurs différentes possibilités de combinaisons de viande. Ils ont des boîtes spécifiques, ils ont des boîtes en semence durant le temps des fêtes aussi. Fait que si vous allez voir ça, allez voir sur Boucherie Renard et utilisez le code PASORDINAIRE10 pour 10% de rabais. Merci à Renard de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Fait que là, dans le fond, t'avais quel âge quand t'as lancé ta propre clinique? T'avais 22 J'avais ans? 22 ans. OK. Fait que ta clinique en 2012 à Rosemère. Oui. Puis là, de ce que je lis bien, pour une clinique à Rosemère et une autre en 2013 à Sainte-Anne-des-Plaines. Fait que tu avais Ouais. 2 cliniques. Oui. OK. J'ai commencé par celle de Rosemère, qui était la plus grosse, le point central. Puis, j'ai pratiqué dans celle-là de septembre, toute l'automne, là, peut-être OK. un 4-5 mois avant d'ouvrir la deuxième succursale à Sainte-Anne-des-Plaines, qui était vraiment beaucoup plus petite. Là. OK. C'était peut-être là, 15 là, en termes de superficie de OK. ce que j'avais à Rosemère. Parce que c'est une région un petit peu plus éloignée, il y avait aucun podiatre, il y avait zéro compétition, puis l'argent rentrait pas à Rosemère. Fait que d'ouvrir un deuxième point de service, ça a quand même permis là, d'avoir un petit peu plus de cash flow là, Fait que dans le déjà, business. au départ, dès que tu as commencé, ça allait déjà pas dans la direction que tu pensais que ça irait. Tu es comme motivé, tu pars tes affaires, tu vas chez du financement. Comment tu avais été te faire financer? C'est à la Caisse des Jardins. OK. Le financement, ça a été compliqué.
à avoir. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Puis c'est une des raisons parmi beaucoup d'autres là, qui m'ont causé du retard. Puis du temps, c'est de l'argent. Fait que, puis qui a comme mal commencé, là, tout ça. La Banque nationale, c'est comme la banque qui vient financer toutes les activités étudiantes en médecine pédiatrique. J'ai plusieurs amis, collègues, ex-collègues pédiatres qui avaient obtenu leur financement aussi avec la Banque nationale, tout ça. Des gens qui ont ouvert en même temps que moi. Fait que moi, je me disais, bon, ben ça va être facile. Je présente mon dossier, je vais avoir mon financement comme ça, puis je vais pouvoir enchaîner le tout. Puis finalement, mon dossier a été refusé une fois, 2 fois. OK. J'ai été à la Banque Scotia, j'ai été... je pense que j'ai fait 3 banques avant de finalement me faire diriger. Il y a mon père qui m'a présenté... Mon père ou ma mère, je me souviens plus, mais qui m'a présenté quelqu'un qui était un genre de courtier en prêts commerciaux. OK. Que je savais même pas que ça existait. C'est un ancien banquier qui, lui, il connaît un peu les processus de la banque. Il sait comment pimper là, ton plan d'affaires pour que ça soit accepté direct. Fait que finalement, il a fallu que je paye plusieurs milliers de dollars pour avoir mon financement qui est arrivé vraiment là, en retard. Puis c'est un peu une des erreurs là, que j'ai faites, là, c'est que j'avais signé mon bail commercial. Fait que tu payais déjà. J'avais un 3 mois de gratuité pour faire les améliorations locatives, mais par le temps que j'avais mon financement, ces 3 mois-là, là, c'était, je les avais dépassés. Fait que là, je commençais à payer le loyer, puis l'électricité, puis j'avais déjà comme commencé à mettre en place là, des lignes téléphoniques, Internet, une coupe d'affaires. J'avais même... tellement de mauvaises décisions. On va-tu commencer à boire un matin finalement? Là? Vrai. Quand je me rappelle de tout ça, je suis comme « Oh my God! » Mais j'étais jeune et naïve. Hein? Mais j'avais même engagé un jobber, pas de permis, pour commencer les travaux, parce que je pouvais le payer en dessous de la table comme ça. Dans le nouveau local, puis bref, la CCQ qui a débarqué, puis... OK, ça a pas bien été, là. Ça a mal été. Puis que finalement, ben c'est ça, il a fallu que je me trouve un vrai entrepreneur général qui a une licence, puis qui peut faire les travaux pour de vrai. Ça coûte cher. Qui coûte cher, mais qui en même temps... Tu sais, mon jobber, là, s'il avait brisé quelque chose... Pas d'assurance, pareil. Pas d'assurance. Je me serais retrouvée là, dans la grosse merde. Fait que c'est plein de petites choses comme ça cumulées qui fait que j'ai ouvert là, pas mal plus tard que prévu. J'aime ça parce que je sens que l'épisode d'aujourd'hui va pouvoir réveiller beaucoup de gens. Puis moi-même, en passant, là, je veux dire, la quantité de choses que j'ai faites avec des jobbers ou des trucs, puis t'es tout le temps là, me semble que je veux épargner, me semble que je veux faire ça. Ah, j'ai un petit peu de cash-cash, je vais le payer comme ça. Mais tu penses jamais parce que tu te dis, un peu comme dans n'importe quelle situation, ça m'arrivera pas à moi. Ouais. Puis ça prend juste un tuyau de percée ou quoi, puis que comme... C'est assez fou la rapidité à laquelle les problèmes peuvent arriver. Les solutions, c'est beaucoup plus difficile de les trouver, etc. Fait que je pense peut-être en réveiller quelques-uns. Puis souvent, je fais la comparaison de... Les gens veulent acheter une table, ils veulent l'acheter pas cher parce qu'ils veulent que ce soit rapide et que ce soit pas cher. Mais après un an, à brise ou tout est gratiné ou whatever, tandis que si tu aurais mis un peu plus d'argent ou pris un peu plus de temps pour tes recherches de table, tu en aurais peut-être une qui t'aurait duré pendant 15 ans. Fait que comme, j'aime voir la différence souvent comme ça parce qu'en affaires... En tout cas, je pense qu'on est pas mal similaires là-dessus. On veut tout très rapidement. Puis ça vient des fois où... Toi, tu l'as vécu pire que moi, là. Je pense que ça vient un petit peu au détriment. Ouais. Puis justement, tombons dans le vif du sujet. Ça n'a pas bien été. Ça a continué de pas bien été. Puis tu as fait une faillite de 276 000 Exactement. En 2013. Ouais. 1 an après l'ouverture de ma clinique. Ça me stresse juste d'en parler. OK? Ça me stresse juste d'en parler. Fait que je te laisse peut-être me raconter un petit peu. Je sais là, que ça n'a pas bien été. À quel point ça a continué de pas bien aller par la suite? La clientèle venait pas? Qu'est-ce qui se passait? La clientèle n'était pas au rendez-vous. J'avais cette croyance-là que parce que j'étais du domaine de la santé puis que la pédiatrie avait beaucoup de demandes, que ça allait venir tout seul. Okay. C'est sûr que j'ai fait un petit peu de publicité. Je les ai toutes faites, là, les accroche-portes, les flyers, les pages jaunes, site web, Google AdWords, tout ça.
Mais ça l'a été très lent là, de bâtir cette clientèle-là. Puis les mensualités, les paiements, eux, ils s'accumulaient. Euh, Puis, en termes de ce que j'avais budgété comme frais d'opération, ben finalement, c'était pas du tout ça. Là. Ça me coûtait pas mal plus cher que ce qui était prévu. OK. Puis, j'étais dans un local qui était très grand. J'avais plus de 1000 pieds carrés et j'en utilisais 30 40 parce OK. que j'avais pas les sous pour aménager comme il faut tout le reste. Y Donc, avait-tu des gens, pardon de t'interrompre, qui travaillaient avec toi ou t'étais... j'étais tout seul. OK. Ouais. Il y a eu une infirmière qui faisait des prises de sang qui est venue pendant quelques temps. Fait que, bon, j'avais un petit revenu de tout ça. Mais ça fait que il y avait beaucoup de pieds carrés que je payais pour absolument Ouais. rien. Euh, Puis je m'étais pas nécessairement bâti un réseau d'affaires non plus dans la région. Ouais. J'étais très... L'affaire, c'est que peu importe le domaine dans lequel tu pars en affaires, tu es comme obligé de devenir un vendeur. Pas le choix. Pas le choix. Puis ça, je l'étais pas du tout. J'étais très timide, très renfermée. J'avais de la misère à faire du small talk. J'avais de la misère à bien vulgariser les problématiques, à présenter tout le problème, les solutions avec confiance. OK. Je pense que les patients le ressentaient, ça. Euh, donc, tout ça combiné là, ensemble a fait que je grugeais dans ma marge de crédit, puis je grugeais, puis à un moment donné, il n'y en a plus, là. Il n'y en a OK. plus de sous. Puis qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu t'es rendu à ce point-là? Je veux dire, là, on comprend. Je pense que tu été peut-être un petit peu trop gros, trop vite. Je pense qu'en même temps, il y a des skills peut-être de... Je vais pas dire des personnalités parce qu'aujourd'hui, tu as l'air ultra easygoing. Tu fais du contenu, tu fais des choses. Évidemment, en 2013, 2012, c'était pas la même réalité qu'aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'être un vendeur, c'est toujours super important. Mais tu aurais pu avoir un TikTok, un Instagram comme tu fais en ce moment, puis être la référence des podiatres qui donne des conseils, puis que les gens viennent vers toi, puis que c'est du marketing organique incroyable en ce moment Ouais. qu'on n'avait pas vraiment en 2012-2013. En tout cas, pas au même Non, niveau il y qu'en avait ce moment. Facebook, mais c'est à peu près tout. Ça pognait plus les vidéos Facebook dans ce temps-là qu'aujourd'hui, mais c'était pas TikTok, c'était pas le même genre de visibilité en général non plus. Fait que, y a-tu d'autres choses que tu penses qui ont peut-être contribué à cette faillite-là très rapide aussi? À part le marketing, Ouais, à part le marketing, dans le sens là, je vois qu'en ce moment, tu sais, on dirait qu'il y a mon cerveau analytique qui voit que comment peut-être qu'elle aurait pu louer une coupe de place pour dire d'autres professionnels qui auraient pu amener un certain résiduel par mois. J'essaie de voir les solutions, puis en même temps, je me dis, en un an, il me semble que c'est tellement vite, tellement gros, tellement de... Puis ça va pas bien en plus, fait qu'en plus, tu as la pression, tu as le stress. ben, tu sais, tu me nommes ça, louer les locales à d'autres. Je voyais pas ça, là. Puis c'est quand même, je veux dire, c'est un gros prêt d'affaires, là. C'est un prêt commercial de 180 000 OK. une marge de crédit que j'ai loadée là, de 50 ou 60 000 j'étais pas tant en mode solution, j'étais juste en mode stress puis panique. On était en réaction. J'étais juste en réaction. J'avais aucune connaissance en termes de business. J'étais pas débrouillarde comme je l'étais aujourd'hui. Vraiment. Puis, j'ai pas fait face à la situation. Tu sais, je me mettais des voilières. Puis c'est vraiment... Je pensais pas que j'allais faire faillite jusqu'au dernier moment. OK. Parce que je payais tout, là. Tous mes fournisseurs étaient payés, mon loyer était payé, j'ai jamais eu de retard sur rien. Puis là, dans les derniers moments, là, je voyais, oups là, il reste plus beaucoup d'argent, qu'est-ce que je fais? Puis quand tu es rendu là, il est trop tard. Ouais, Tu sais, toutes les solutions, comme tu as mentionné, ben il faut les implémenter 6 mois d'avance. Puis je regardais pas mes chiffres, je regardais pas mes tendances, je regardais pas tout ça. OK. À quel moment est-ce que pour toi c'était assez? Je veux dire, comment est-ce que t'en viens à la décision de faire faillite?
C'est quand on me la présente et qu'on me OK. dit, il n'y a pas d'autre solution que ça. T'avais-tu été voir quelqu'un? Ouais. T'avais-tu... OK. J'en avais parlé à mon père à ce moment-là, que je lui disais que là, j'arrive au bout de mes liquidités, je ne sais pas trop quoi faire. C'est lui qui m'a amené voir un syndic en OK. insolvabilité, présente les chiffres, puis pas d'autre solution, OK. pas d'autre solution que ça, là, la faillite. OK. Ouais. Fait qu'eux autres, lui, ils regardaient le portrait financier global, ils regardaient les dettes, ils regardaient les trucs, puis il a juste dit Ouais. That's Parce que même une proposition de consommateur, tu sais, ça n'aurait pas fonctionné dans la mesure que mon modèle d'affaires, point, fonctionnait pas. Là. Le fait que j'ai ouvert trop gros, Ouais. puis que les revenus n'étaient pas au rendez-vous. OK. Mm. Comment qu'on se sent à ce moment-là? Je veux Mais- dire, là, on est plusieurs... Comme une merde, c'est-à-dire. On dirait que je suis pas capable de me mettre à ta place dans le sens où je me rappelle avoir pas une scène. Pas une crise de scène. Mhm. Puis le stress, puis le ci, puis le ça. On dirait que faillite, je sais pas si c'est surtout au Québec, il y a beaucoup de gens qui disent ça, qu'au Québec, on est très difficile envers la faillite. On dirait qu'il y a des gens aux États-Unis que c'est comme le quotidien. Là. Nous, ici, on Ouais. est très dur. Aux États-Unis, là, c'est un peu glorifié la faillite. C'est comme un passage obligé comme entrepreneur. C'est comme, t'as fait faillite, good, OK? Good. Ça veut dire que t'as essayé des affaires, t'as appris, maintenant tu peux passer au prochain niveau. OK. Tandis qu'ici, il y a beaucoup plus de jugement par OK. rapport à ça. On n'en parle pas. C'est relativement tabou. Puis on te fait sentir que t'as été stupide là, si t'as fait faillite. Fait que tu te sentais comme une marde, et tu capable de mettre d'autres mots là-dessus, dans le sens où, tu sais, il se passait quoi à ce moment-là? Je veux dire, est-ce que d'un coup, quand tu fais faillite, qu'est-ce qui se passe? Faut que tu fermes? Faut que tu... Oui et non. Vas-y. Ben, par rapport à comment... J'ai commencé par rapport à comment je me suis sentie. J'étais probablement la première et la seule podiatre qui a fait faillite là, à ce moment-là. Je voyais mes collègues pour qui ça allait relativement bien, puis je comprenais pas pourquoi moi, ça fonctionnait pas, puis pour eux, ça fonctionnait. Puis par la suite, tu sais, tu finis par comprendre que des fois, les gens ils disent pas tout, puis ça allait peut-être pas si bien que ça chez les autres. Fait que je pensais que j'étais le problème, que j'étais un échec, que vraiment, j'étais juste pas bonne, là, point. Par la suite, en termes du processus de faillite, ben, le premier syndic que je suis allée voir, finalement, c'est pas avec lui que j'ai fait affaire. OK. Un peu comme n'importe quel professionnel là, que tu te choisis, il faut qu'il y ait une petite chimie, là, quelque chose qui se passe, une confiance, là, en fait, là, qui est gagnée. Fait que ça n'a pas trop cliqué. J'ai été en voir un autre, finalement, mais il est venu à la même conclusion, là, évidemment. Pas changer. Non. Mais en fait, j'ai organisé mes affaires. J'ai pas été dans les règles de l'art, là, je pense, mais j'ai organisé mes affaires pour quand même pouvoir continuer à pratiquer par la suite. OK. Donc, à partir du moment où est-ce que j'ai su que je m'en allais faire faillite, ben j'ai été magasiner un autre local commercial plus petit. J'ai engagé des déménageurs. En arrière, j'ai commencé à faire tous mes changements d'adresse. Puis je savais que, par exemple, le lundi, j'allais faire faillite. Bien là, le samedi puis le dimanche, sans le dire à mon propriétaire actuel, je suis allée tout déménager dans mon nouveau local. Hey! Parlant de Ouais. jobber, là. Ouais. C'était-tu pardon, encore de t'interrompre. C'est une faillite personnelle? Oui, OK. parce que à ce moment-là, comme podiatre, légalement, j'avais pas le droit de m'incorporer. OK. Donc, nécessairement, tout était à mon nom propre. C'est juste venu quelques années plus tard, là, la possibilité d'incorporation. OK. Puis souvent, là, même quand tu es incorporé, même quand tu fais une faillite au niveau de ta compagnie, souvent, là, t'écopes. Ouais. À partir du moment où est-ce que tu es administrateur de ta compagnie, tu es responsable de certaines dettes. Donc, c'est pas rare que les deux, la compagnie fait faillite, finalement, la personne a fait faillite ou finit en proposition de consommateur. Donc, ouais, ça a été une faillite personnelle. OK. Fait que justement, là, tu trouves un nouveau local. Ouais. Fait que tu continues d'opérer, en tout cas d'essayer d'opérer, I guess, parce que là, je veux dire, ça n'a pas fonctionné à un endroit. Y a-tu quoi de différent qui fait que ça fonctionne à l'autre? C'est que ça me coûte pas mal moins cher. OK. Ouais.
Un peu moins de stress de ce côté-là. Oui, Puis un peu moins de stress, dans le sens où, en termes de chiffre d'affaires, ben, je pouvais avoir le même chiffre d'affaires puis quand même me dégager un revenu à ce moment-là parce que j'avais réduit considérablement mes dépenses. OK. Puis, je me souviens plus où est-ce qu'on allait là, avec ça, mais... Ma prochaine question, on peut y aller directement comme ça, c'était à savoir, là, tu fais faillite, justement, tu continues d'opérer. Mhm. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais faillite? Je veux dire, là, bam, quelqu'un te dit qu'il faut faire faillite. Premièrement, comment tu fais faillite? Puis une fois que c'est fait, il se passe quoi dans tes comptes? Il se passe quoi dans le fait que tu puisses continuer d'opérer? Ben, t'es obligé de changer de compte. C'est ça. Explique-moi de ça. Parce que moi, je suis fourré raide. Ouais, Je suis comme... Quand tu décides de faire une faillite, Ouais. tu fais ça où? T'appelles qui? Tu fais Ben, quoi? c'est ça. Ça, c'est le syndic qui s'occupe Lui, de il fait tout. ça. C'est sa job. C'est sa job. OK. T'as rien à faire. OK. Tu t'amènes tes papiers, il faut que tu déclares tous tes créanciers, que tu as toutes tes cartes de crédit, marge de crédit prêts. OK. C'est lui qui va s'occuper de contacter chacun des créanciers, qui va envoyer une lettre mentionnant que la personne veut déclarer faillite. Après, les créanciers, ils peuvent contester ou pas la faillite. OK. Donc, c'est pas parce que tu veux déclarer faillite que tu peux. OK. Ça a été mon cas. J'ai un créancier qui a contesté OK. ma faillite. Puis après, ben, c'est sûr que tous tes comptes sont gelés. Tu as quelqu'un qui vient saisir tes équipements. OK. Il y a des choses qui sont obligées de te laisser parce que faut quand même que tu puisses continuer à te loger, à travailler. Donc, ils vont pas saisir, par exemple, ta maison. Ton lit. Non, ton chalet peut-être, mais ta maison, non. Ton lit, non. Il va pas aller chercher tes T-shirts dans le tiroir. Si tu as un ordinateur avec lequel tu travailles, ils vont te laisser. Ton auto, tu sais, ils m'ont pas saisi mon auto. Mais en théorie, parce qu'en pratique, tous mes équipements m'ont toujours suivi, mais en théorie, les équipements ne m'appartenaient plus. Ils appartenaient à un liquidateur. OK. Liquidateur auquel, dans le fond, j'ai racheté les équipements. OK. Puis, par la suite, selon que c'est contesté ou pas. Si c'est pas contesté, ensuite, tu as une période de 9 à 18 mois, je crois, où est-ce que, avant de pouvoir être libéré. OK. Période pendant laquelle tu payes un certain montant à ton syndic. Si ma mémoire est bonne, dans mon cas, c'était autour de 250 $ par mois que je payais au syndic. Puis après, tu n'es pas censé contracter d'autres prêts, d'autres marges de crédit I guess. pendant cette période-là. Bien, je veux dire, tu peux en faire la demande, mais tu es obligé d'avertir la compagnie qui va te dire non, tu sais. Puis, au bout de ce 9 à 18 mois-là, quand c'est une première faillite, parce que quand c'est une deuxième, troisième faillite, cette période-là peut être plus longue, tu peux recommencer à bâtir ton crédit tranquillement. C'est sûr que là, ça va rester dans ton dossier de crédit pendant un bon 7 ans. OK. Mais avoir une bonne cote de crédit, ça peut se faire beaucoup plus rapidement. C'est comme un dossier criminel. C'est la même affaire. Ah ouais? 7 ans. C'était ça aussi? Pas mal ça. OK. Pas mal. Oui. As-tu passé ton 7 ans? On est rendu là. Ah, OK. Yes! Mais, ouais. À quel moment... Là, je vois un petit peu le portrait, je vois un petit peu comment tu as vécu ça. Mm-hmm. À quel moment tu décides, encore là, si je comprends bien, tu as arrêté la podiatrie? Right? Aujourd'hui? Ouais. Ouais, Mais à un moment, tu décides de comme quitter ce milieu-là Ouais. puis d'aller vers autre chose. complètement. Parce que j'étais pas heureuse. OK. J'aimais pas ça. Je pense que je l'ai pas abordé tout à l'heure, là, mais essayer de créer une entreprise puis de la rendre profitable dans quelque chose qui te passionne pas, c'est un petit peu difficile, là, Ouais. tu sais, parce que tu es toujours en contradiction entre ce que tu veux faire puis ce que tu ressens profondément. Le nombre de matins où est-ce que je me levais puis je braillais dans mon auto pour me rendre au travail parce que Ouais. ça me tentait pas. J'aimais pas... tout ce qui est... C'est du service à clientèle, la podiatrie. Ça, je trouvais ça très lourd puis très drainant. C'est beaucoup de responsabilités aussi, dans le sens que tu as la santé des gens sur tes épaules. Ouais.
dans le domaine du privé en plus, fait que les gens, parce qu'ils payent, ils ont des attentes. Ça me causait du stress Ah, également. Donc, c'est un milieu dans lequel j'étais pas bien. Puis ça a pris du temps avant. Tu sais, je pense au bout de cette année-là, de la première année, je le savais, mais ça m'a pris du temps avant de me dire, là, faudrait peut-être que tu envisages de faire quelque chose d'autre parce que tu peux pas ouais. passer ta vie comme ça, là, à pas aimer ta job, à faire quelque chose qui te fait chier à ton compte en Ouais. plus. Donc, j'ai quand même essayé pendant un autre 3 ans d'être à mon compte Ah, avec ma clinique. Fait que ça a duré 4 ans en tout. Puis j'ai été 8 ans podiatre en tout. OK. Donc, après, j'ai fait un autre 4 années. J'ai vendu tous mes équipements, j'ai fermé le bureau, puis là, je suis allée travailler dans d'autres cliniques. Puis pendant ce temps-là, ben, je reprenais des études dans un autre domaine. OK. Pas de deuxième faillite pour Non, l'instant. s'il te plaît, souhaite-moi pas ça. Durant ces 8 ans-là, justement, qui ont duré, je veux dire, suivant la faillite, ça a-tu revenu souvent avec des effets négatifs vers toi? Est-ce que la faillite a toujours eu une ombre sur toi à ce moment-là, sur bien différentes choses? Je sais pas, as-tu voulu t'acheter une maison? As-tu voulu... Y a-tu eu des événements où est-ce que la faillite est revenue genre « Hey, I'm here! » Ben, la chance, OK. le point positif de Ouais. tout ça, c'est que je l'ai fait super jeune. OK. Je Ouais. l'ai faite à 23 ans, ma faillite. Donc, ça m'a pas empêché de rien parce qu'il y a rien que je t'ai rendu à faire qui demandait vraiment un bon dossier de crédit. OK. T'es là, aujourd'hui, j'ai une maison, mais je l'ai pas achetée avant que j'ai 30 ans. Puis rendu là, oui, ça apparaissait encore dans mon dossier de crédit, mais mon crédit, il était super bon, là, OK. rendu là. Bon, il y a eu un moment, je pense en 2015-2016, j'ai acheté une voiture. Bien, c'est sûr, là, j'ai fait co-signer ma mère OK. parce que sinon, Pas le choix. j'allais pas avoir le prêt. Puis Pas le le taux choix. d'intérêt est un petit peu plus élevé, évidemment. Donc, ça a moins d'impact. Tu sais, tant qu'à faire faillite, fais le jeune. Ça a moins d'impact quand tu fais faillite jeune que c'est sûr que quand tu fais faillite quand tu as 40, 50 ans, ben là, c'est que tu as moins d'années pour te rattraper, pour refaire un coussin, puis s'assurer que tu as une belle retraite là, par la suite. Fait que l'impact financier a été, dans mon cas, minime, OK. parce que aussi, j'avais rien. Là. Tu sais, je vivais en appartement avec mon conjoint de l'époque. J'avais juste une petite auto. OK. Donc, j'ai rien perdu. L'impact a surtout été sur mon estime personnelle, sur la honte que j'ai portée, sur le fait que toutes les choses après que j'entreprenais, tu sais, je manquais de confiance. C'est pas quelque chose que je parlais ouvertement. Tu sais, je mentionnais jamais ça que j'avais fait faillite parce Ouais. que j'avais peur que le monde n'y m'aime plus, là, qu'il me trouve Le jugement. moins... Oui, c'est ça, le jugement. Fait que ça a été plutôt là, cette lourdeur-là que j'ai portée sur mes épaules qui ont fait que j'ai moins entrepris de trucs, j'ai perdu confiance en moi, puis je me sentais comme une personne nulle. C'est plate pareil. Parce que j'en connais qui ont fait des faillites puis que justement ça les a suivis longtemps. Du monde que faut qu'ils travaillent en dessous de la table pendant des années pour essayer de retourner faire de l'argent. Ouais. Des compagnies qui veulent pas les engager suite à ça aussi. Ça vient-tu affecter tes assurances aussi? Oh, bonne question. Tu sais pas, non? Je sais pas. OK. Ça, c'est le genre de question qu'ils demandent. Ils demandent si vous avez un dossier. Il me semble qu'ils demandent aussi si vous avez déjà fait faillite ou quelque chose. Je me dis, est-ce que ça. Toi, pour ta voiture, ça n'a rien fait? Ou tu l'as juste pas dit? Non, ben je veux dire, il faut que tu le dises, là. Ouais, mais des Anyway, fois, ils tu as la vont même voir. assurance qui se renouvelle. Fait que tu sais que tu juste pas l'idée de les contacter Ah, pour advise. Hey, gars, juste pas oublier. non, j'ai pas fait ça. OK. Je pense aussi, tu sais, j'avais des assurances avant de faire faillite, puis j'ai juste C'est ça que je dis. continué, tu Ouais, sais, c'est ça. assurance vie, assurance maladie grave, tout ça. Je les ai pas appelés, pour dire, Ouais. hey, C'est j'ai ça que fait je dis. faillite. By the way. Je pense que si tu as besoin de souscrire à une nouvelle assurance, là, de toute façon, j'imagine qu'ils font une enquête Ouais. de crédit. Fait qu'ils vont le voir. Mais non, c'est ça. Tu sais, le pourquoi aussi que je parle, j'en ai pas parlé pendant longtemps parce que j'en avais honte et tout ça. Puis aujourd'hui, je suis très vocale par rapport à ça parce que je suis comme tannée j'étais tannée de cette lourdeur-là. Ouais. J'étais tannée du jugement.
des autres. Il y en a du jugement, mais aujourd'hui, comme, tu sais, j'ai confiance en moi. Contrairement à bien du monde, j'ai essayé quelque chose. Tu sais, je suis partie en affaires, puis ça n'a pas marché. And so what? Dans le sens, il y a plein de gens à qui ça leur arrive. Il y en a beaucoup plus qu'on pense qui font faillite, autant faillite commerciale que faillite personnelle. Puis chaque situation est unique, puis on ne peut pas juste juger quelqu'un par rapport à ça. Puis je veux que les gens arrêtent de se taper sur la tête à cause de ça, parce qu'il y a des gens qui, je veux dire, ils se sont divorcés à cause de faillite, ils ne parlent plus à leurs enfants, ils ont perdu des amitiés. Tout ça pour une question d'argent, puis de culpabilité, puis alors que c'est pas grave. Avant qu'on aille justement un petit peu plus loin dans tout ça, puis dans comment que tu le verbalises aujourd'hui, je te pose une question, tu me dis si tu veux y répondre ou voilà, ça me dérange pas. On dit souvent que justement à l'école, on n'en prend pas assez sur tout ce qui est finance, sur planifier un budget, sur la valeur de l'argent. On apprend des choses qui sont théoriques, qui sont mathématiques, qui sont aussi ça. As-tu grandi avec des parents quand même, excuse-moi de le poser la question, fortunés un peu? Oui. Du fait qu'ils sont dans un milieu comme ça. Est-ce que tu sens que tu n'avais peut-être pas les skills par rapport à gérer un budget, à peut-être la valeur de l'argent? Je sais pas quel type d'enfant tu as été avec tes parents. Est-ce que tu as été très gâté? Est-ce que tu as whatever? Est-ce que toi, tu sens qu'au moment où tu te lances en affaires, tu n'es pas équipé pour gérer quelque chose que tu dois sortir 180 000 en prêt puis 50 000 de marge? Parce que ça, je pense qu'avec l'âge, qu'on doit même avoir nos appartements, on doit qu'on commence à avoir une valeur de l'argent. Est-ce que tu sens de même quand tu sors de l'école, tu sors de chez tes parents, tu n'avais peut-être pas cette valeur-là de l'argent qui était définitivement ready? Ouais, non, je l'avais pas. Mes parents. Oui, là, j'ai eu une enfance aisée jusqu'à ce que mes parents divorcent, puis là, un petit peu moins aisée, mais mes parents m'ont pas tellement éduquée à la valeur de l'argent, à comment bien gérer ça, comment planifier, faire un budget, REER, CELI. C'est toutes des choses que j'ai fini par apprendre par moi-même parce que je me suis intéressée au sujet puis j'ai lu là-dessus. L'école, ce qui est dommage, c'est qu'en podiatrie, comme 90% des podiatres sont soit travailleurs autonomes ou ils ont leur propre business. Okay. Et c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé. On a un cours de comptabilité / entrepreneuriat, mais c'était donné par un comptable qui avait pas il connaissait pas très bien la réalité là, du domaine de la santé puis de la podiatrie. Donc, j'ai pas appris grand-chose là-dessus. J'ai appris à faire un plan d'affaires, mais ça, une fois que c'est fait, là, ça, c'est le début. Là. Le reste, ouais, c'est ça. Puis l'autre chose aussi que je déplore, c'est qu'on n'apprend pas suffisamment à dealer avec les gens. Quand quelqu'un arrive avec une problématique, 50%, c'est de comprendre ce qui se passe au niveau de son pied puis de savoir quoi faire pour son pied. Ouais. Puis 50%, c'est être en mesure d'analyser la personnalité de la personne, puis de savoir comment amener les choses, puis comment discuter. Puis, tu sais, on a eu un cours de psychologie. On parlait de la théorie de Freud. C'est super intéressant, là, sincèrement. Mais au jour le jour, dans le quotidien, je savais pas comment gérer certains types de personnalités. Là. Des gens qui t'arrivent avec des troubles anxieux, des personnalités limites. OK, je fais quoi là, avec ça? Puis ça a été un grand manque. Pour ça, je crois que tu as répondu à la question parce que je pense que c'est quelque chose que, oui, les parents devraient voir plus avec leurs enfants, mais l'école aussi, on sait que c'est un sujet que de plus en plus on parle, que comme, il me semble qu'il doit y avoir des cours, comme dans le temps, c'était... Je sais que là, c'était une autre réalité dans le temps, mais tu sais, de la lessive, la cuisine. Coudre un boxeur. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est ce qui fait que nos jeunes puis nous-mêmes, on a moins de skills aujourd'hui, autres que juste psychologiques. C'est super. Ouais. Mais d'un point de vue éducatif, de connaître des choses, je me rappelle aussi à 17 ans, partir de chez mes parents, puis fuck, je connais rien à la vie. Non. Je peux bien pas avoir une scène parce que je connais impôts? ça. Puis je veux dire, tu dépenses plus aveuglément aussi. Ouais. Comme je peux pas imaginer avoir 180 000 de dettes derrière moi. Je peux pas imaginer. Encore aujourd'hui,
Là, c'est un trait de personnalité. Je suis un gars... T'aimes pas ça, là, avoir... J'aime ça jouer un peu avec la dette, Ouais. mais comme j'ai des skills à apprendre aussi là-dessus. Là, comme je suis très conservateur, on va le Ouais, dire comme ouais. ça. Il y en a qui jouent avec ça comme si c'était Monopoly puis pas Ouais. de stress parce qu'ils le maîtrisent. Comme il y en a d'autres qui dépensent aveuglément puis que c'est quand ils se ramassent que leur marge est Ouais. chaque semaine dans le rouge. En tout cas, c'est du stress Ouais. que je me sens pas capable de vivre dans ma Ben vie. là, aujourd'hui, je suis plus capable de vivre ce stress-là. Tu sais, dès que j'ai un peu de dette, là, je suis comme, oh mon Dieu, OK, il faut que je rembourse le plus rapidement possible. J'ai été traumatisée là, de ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis rendue là, très conservatrice. Ouais. Tu sais, là, avec mon conjoint, il faut qu'on envisage d'acheter un nouveau véhicule au printemps prochain. Puis là, je suis comme, Hi, là, on n'achète pas du neuf, il faut trouver quelque chose là, de pas trop cher. Ouais. Je veux pas de dette. C'est fou comment que c'est tabou, c'est fou. Ouais. Tu sais, je me rappelle juste de parler avec mes parents de marge de crédit ou de whatever, puis j'étais comme, tu sais, pourquoi prendre l'argent de la banque si tu peux prendre la tienne? Puis tu sais, c'est des concepts que, encore une fois, on maîtrise beaucoup moins aujourd'hui, je trouve. Que peut-être qu'eux, dans leur temps, whatever, il y avait une autre réalité. Puis encore là, je viens d'une famille très... comment tu dis ça, famille moyenne? Ouais. Ce que je veux dire, le salaire moyen. Ouais. Classe moyenne. Classe moyenne, voilà. Fait que ça arrivait qu'ils devaient mettre des paiements sur la marge. Mhm. À mon regard, aujourd'hui, j'étais comme... Encore aujourd'hui, je suis comme, pourquoi est-ce qu'ils devaient aller jusque-là? Mais c'est très tabou de parler de ces choses-là Mhm. parce que c'est la réalité de beaucoup, beaucoup de Québécois puis de gens, de Canadiens puis de gens dans le monde, tout simplement. Ouais. Que des fois, il y a peut-être des gens qui dépensent plus gros que qu'est-ce qu'ils gagnent. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, Qui beaucoup. vivent sur leur marge de crédit, En puis tout qui temps. prennent du crédit pour payer d'autres crédits. Il y en a beaucoup. Oui. C'est très tabou d'essayer de parler ça puis d'essayer d'éduquer les gens à ça. Puis il y en a d'autres comme moi qui ont ultra peur de mettre des choses sur crédit ou que whatever. Puis au contraire, ben, ça va affecter mon crédit, ça le bâtira pas assez ou whatever. Tu sais, là, Ouais. c'est... Mais je pense que c'est mieux ça que Oui. le contraire. Si tu es capable de gérer cette pression-là puis ces trucs-là, puis que tu es outillé à le faire, je pense qu'il n'y a aucun problème. Ouais. Encore aujourd'hui, à presque 30 ans, je me sens pas encore assez outillé, puis c'est dans mes résolutions 2024 de continuer de m'éduquer davantage sur tout ce qui est finance, etc., parce que je me sens pas assez... Solide, ouais. connaissant. Tu sais, j'ai mes conseillers financiers, j'ai mes trucs, j'ai mes placements, j'ai mes trucs qui sont bien gérés. Ouais. Mais il faut les comprendre. Il ne faut Ouais. pas faire aveuglément confiance à ces gens-là. Ouais. J'en avais un conseiller financier, puis finalement, j'ai juste tout retiré mon argent, puis j'ai décidé d'investir moi-même, acheter mes propres actions, tout ça. C'est pas si compliqué à comprendre quand tu es dans une... quand tu gères pas... Tu sais, je veux dire, si t'es millionnaire, là, puis qu'il faut que tu ouvres des fiducies, là, je dis pas, là, mais... si tu es quelqu'un là, qui gagne un salaire moyen, c'est pas trop compliqué à comprendre tout ça. Je pense que c'est le genre d'affaires que les gens devraient Ouais. s'intéresser un peu plus puis mieux gérer aussi. Puis pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux gens qui dépensent puis qui vivent sur leur marge de crédit, l'accès au crédit est trop facile, là. Ouais. En ce moment, les banques offrent des cartes de crédit. Ta carte de crédit est aussi grosse que ton salaire annuel. Ça fait aucun sens. Des marges de crédit, des prêts REER, des... Tu sais, il faut savoir dire non. Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, j'ai plus d'argent, cool. » Puis ils disent oui à tout, puis toutes les augmentations. Puis c'est là que ça peut devenir dangereux. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Bon épisode tout le monde. Je comprends qu'on veut profiter de la vie au maximum puis tout, mais comme on dirait que j'ai encore la mentalité, plutôt que je vais partir en voyage, il faut que j'aille les moyens d'aller en voyage. Si je dis n'importe quoi, j'aurais 2000 dans mon compte puis que le voyage est 4500, ben je sais qu'automatiquement, je suis à moins 2500. Ouais. Fait que là, c'est un gros chiffre dans le sens qu'il y en a, ça peut être à coût de 10$ ou de 50$, mais je sais que la vie est courte, qu'on veut en profiter, qu'on veut tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, je le répète encore, qui sont pas assez outillés ou qui sont pas prêts à tout ça. Puis après ça, ben, c'est pendant des mois, tu rembourses juste les intérêts, puis tu vois pas la fin. Puis c'est là qu'éventuellement, il y en a qui vont faire faillite ou whatever. Ouais. Puis que malheureusement, tu as dit tantôt, c'est pas grave. Non. Je pense que c'est pas grave dans le concept où tu fais des actions, tu pars une business, tu fais des trucs comme ça, puis il y a une faillite.
si aveuglément tu dépenses puis que tu fais juste faillite par tes erreurs, Mhm. tu as fait des erreurs, mais tu as fait des erreurs Ouais. en tentant quelque chose. Si tu fais des erreurs en t'achetant un gratta tous les semaines parce que tu penses donner millionnaire puis qu'au final, tu te mets en dette avec ça, Ben, ou c'est tes que voyages, ou... si ça t'arrive, puis que tu prends pas ça comme un wake-up call Ouais. pour reprendre ta vie en main, puis te dire, OK, là, c'était trop ce que je faisais avant, ça avait aucun sens, là, je vais vraiment mieux gérer mes affaires. Parce que j'ai parlé là, à des gens, là, il y a une personne en particulier, c'est un courtier immobilier, puis lui, là, je veux dire, à chaque fois qu'il vend une maison, c'est à coût de 30 000, 40 000 qui rentre one shot dans son compte en banque. Fait que là, il voyait ça, puis il virait fou, là, puis il achetait roulotte, moto, bateau, tu sais, tout ce que tu veux, là. Il partait en voyage, puis au final, il mettait jamais d'argent de côté pour les taxes, les impôts, puis tout ça. Donc, ça a été des grosses erreurs qu'il a faites, puis il n'a pas eu le choix de faire une proposition de consommateur. Ouais. Mais pour lui, ça a été son wake-up call. Puis aujourd'hui, il est rendu l'inverse, là. Il est rendu très conservateur. Il s'assure de mettre, dès que l'argent rentre, il en met une bonne partie de côté. Il check ses investissements, il ne dépense pas trop. Donc, encore là, des fois, quand on dit ça, c'est un peu dans le jugement aussi de comme... Ouais, la ligne est très, très mince. Ouais, c'est ça. Mais même la discussion qu'on a en ce moment, ça me réveille moi-même, encore une fois, comme je te dis, je veux... Parce que je parle du nez ici, je suis malade, là. C'est la saison. Ouais, c'est ça. Avec 3 enfants. Avec 2 enfants. Soit 3 enfants. Non, pas 3. Je veux avoir plus de connaissances niveau ça. Puis, tu sais, j'ai des amis qui m'en parlent des fois de... Ils ouvrent, mettons, plusieurs comptes dans leur compte en banque pour dire, mettons, un, c'est pour le fonds de roulement. L'autre, c'est pour les taxes. L'autre, c'est pour les impôts. D'être préparé, c'est des skills comme ça que je veux me permettre d'apprendre davantage aussi. Ou est-ce que je sens que je suis un doer? Je suis quelqu'un qui aime faire de la business, qui aime faire des choses. Quand c'est le temps de gérer l'argent... Ouais, tout le côté administratif. C'est moins cool. C'est moins intéressant aussi. C'est moins sexy. Ouais, c'est des petites taxes, là. Ouais. Continuons sur ta belle histoire. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tout ça, tu es allé vers quel métier? J'ai repris des études en mathématiques et informatique. OK. À la base, les mathématiques, c'était ça que j'aimais beaucoup à l'école, tout ce qui est résolution de problèmes. Puis c'est un programme que, quand il était le temps de choisir là, entre la podiatrie et les mathématiques, je l'avais zioté, mais je me disais, je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait dans la vie avec un diplôme en mathématiques. C'est ce que j'avais posé comme question. Je vois ce que tu as comme connaissance, mais ça peut aller jusqu'où? Ouais. C'est pour ça que je peux aller là-dedans. OK. Fait que je suis retournée là-dedans en sachant pas du tout qu'est-ce que j'allais faire avec ça, mais je me suis dit, au moins, je vais étudier dans quelque chose que j'aime. Ouais. Puis finalement, à travers ça, ben, j'ai découvert l'informatique. Informatique, mathématiques, tu sais, aujourd'hui, ça ne fait qu'un, là. Ouais. Puis j'ai vraiment trippé sur l'informatique, la programmation. Donc, j'ai été chercher plus de cours là-dedans. Fait que finalement, j'ai fait un certificat en mathématiques, un certificat en informatique. Puis là, ça fait 3 ans là, que je fais de la programmation Très cool. informatique. Très cool. Ouais. À quel moment est-ce que tu décides de devenir plus open, de commencer à faire du contenu, de faire des trucs pour justement parler de ton histoire par rapport à la faillite? Parce que, comme tu disais tantôt, tu as été plusieurs années à peut-être t'en cacher un peu, à avoir peur du jugement, à pas nécessairement. C'est quoi l'élément déclencheur? As-tu parlé à quelqu'un? Y a-tu quelque chose qui est arrivé que tu as dit comme moi, je veux aider les gens à peut-être voir tout ça d'une façon différente? Ça s'est fait graduellement. Je suis pas en mesure de pointer un élément déclencheur. Tranquillement, je commençais à en parler de plus en plus. OK. Puis c'est drôle, hein, quand je suis retombée célibataire, puis que j'ai commencé à dater, puis que là, je parlais à... Nécessairement, tu rencontres plus de gens. Puis là, je parlais à mes dates. C'est ton pick-up line. J'ai fait une méga faillite. Non, mais tu sais, dès que tu commences, que tu vois que ça peut devenir un petit peu plus sérieux, je veux dire, il faut que tu le dises. C'est pas des choses que tu peux cacher, là. Ouais. C'est ton crédit. Dès que tu vas entrer en relation avec quelqu'un, il faut que tu le mentionnes. Puis je le mentionnais tout le temps avec appréhension, puis j'étais gênée. Puis finalement, la réception de ces personnes-là, c'était tout le temps comme « Ah, wow! T'es parti en affaires, t'as fait une grosse faillite, c'est donc bien cool! » Wow. Wow. Ben, pas que la faillite est cool, mais comme le parcours, l'histoire, tout ça. Fait que ça m'a comme donné des petits boosts de confiance. Fait que dater m'a donné confiance. C'est drôle. Oui, c'est drôle.
Puis ensuite, l'idée d'en parler ouvertement, c'était à l'automne 2022. J'ai décidé d'écrire un livre là-dessus. Je suis beaucoup consommatrice là, de réseaux sociaux. Puis dans les dernières années, je pense depuis surtout là, la pandémie, il y a beaucoup de coachs. Coach de vie, coach d'affaires, coach de tout ce que tu veux. Puis moi, je me disais, dans quoi est-ce que je pourrais être coach? Puis je me suis dit, je peux être coach de faillite. ça, je le maîtrise. Là, comment échouer en affaires. Oui, c'est ça. Fait que je me suis dit que j'allais écrire un livre là-dessus dans le but de qu'on se sente mieux, puis de soulager, puis de dédramatiser le sujet, démanteler les tabous, tout ça. Le livre est dans le même ton qu'un coach. Fait que, à la manière d'un coach, je te donne tout ce qu'il faut que tu fasses, comment bien bousiller ta vie personnelle et professionnelle pour arriver à une belle, grosse faillite. Ouais. Comment ça s'appelle le livre? 10 conseils infaillibles pour une faillite assurée. J'adore ça. J'adore ça. Est-ce que tu as une tangente qui tourne après ça un peu vers le... Parce que je pense que c'est semi-autobiographique, fait que c'est un peu comme ton histoire. Oui, c'est sûr que mon histoire, c'est en 10 chapitres, donc c'est 10 thématiques liées à la business puis aussi personnelle. À travers ça, oui, il y a mon histoire qui est là-dedans, mais j'ai aussi été chercher 6 autres personnes qui ont démarré leur entreprise et qui ont fait faillite. Nice. Puis je les intègre dans ce livre-là comme des exemples à suivre, des personnes à mettre sur un piédestal, puis regarder comment ils ont bien réussi, eux autres aussi, leur faillite. Puis pour moi, l'humour, l'autodérision, je trouve ça le fun comme médium pour parler d'un sujet, puis le dédramatiser, puis le rendre plus léger, parce que c'est lourd, là. Parfois, quand tu parles de faillite, ça peut être très émotionnel. Tu sais, veux pas... autant personnel que commercial. Je veux dire, c'est ton bébé. C'est une vision que tu te crées, tu te bâtis quelque chose. Tu sais, c'est une business que tu vois, là, OK, dans 5 ans, je vais être rendu gros, je vais engager du monde. Puis quand ça finit, puis que ça s'écroule, puis que tu fais faillite, c'est la fin de ton monde, là. Ouais. C'est un deuil énorme à faire, puis c'est un gros questionnement qu'il faut que tu fasses sur toi-même, sur ce que tu veux aussi. Est-ce que finalement, c'était vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu veux essayer quand même de recommencer une autre entreprise? Est-ce que finalement, tu étais faite pour être en affaires? Ouais. Dans mon cas, moi, je pense que je n'étais pas faite pour être... en tout cas, surtout pas à cet âge-là. Ouais. Donc, je veux juste mettre un baume là-dessus, faire un petit peu de bien, qu'on en rigole. Pour aider un peu les gens. Là. Le but, c'est surtout de dédramatiser dans le livre, ou c'est aussi d'amener une petite tangente éducative vers quoi faire après une faillite, ou c'est plus vraiment axé sur... C'est vraiment axé sur tout ce qui se passe avant la faillite. Okay. C'est sûr qu'il y a un peu d'éducation là-dedans parce que... veux pas, il faut que tu fasses le contraire de ce que je te dis. Là. Parce que je vais aborder des thématiques, par exemple, sur ta relation de couple, de vie, soit avec quelqu'un de toxique ou trouve-toi un partenaire d'affaires complètement incompétent ou qui va te frauder, qui va piger dans les comptes de ta compagnie, fais de la pub qui est au contraire de ta marque, tes papiers, mets ça en moton dans un tiroir, puis ouvre jamais tes lettres, ce genre de... Fait que si tu t'es un petit peu allumé, tu comprends que c'est l'inverse qu'il faut que tu fasses. Donc oui, il y a un volet éducatif là, en même temps là-dedans. Très, très cool. Ton but avec tout ça, ultimement, ce serait de faire quoi? J'ai pas de but précis. Okay. Ça a toujours été mon rêve d'écrire un livre. Je suis une grande lectrice. Même quand j'étais à ma réunion, 10 ans de fin de secondaire, on avait fait des capsules de temps, puis j'avais écrit « Partir ma maison d'édition de livres ». Fait que c'est un peu ça que je fais, parce que je le fais en autopublication, je le fais moi-même. Fait que c'est un petit rêve que je réalise. C'est purement égoïste, là, je vais le dire. T'as le droit. Oui. L'intention est bonne, fait que je pense que ça a définitivement du sens de le faire. Il y en a que ça pourrait être juste
mime-moi. Toi, c'est plus... Ben, tu sais, je me dis, si ça me fait du bien à moi, parce que ça a été une forme de thérapie, veux pas, là, écrire ce livre-là, le nombre de fois que me remémorer ces souvenirs-là, parler avec mes parents de cette époque-là, je veux dire, je braillais, là. C'était pas... mais ça m'a comme permis de vraiment bien assimiler puis tout digérer qu'est-ce qui s'est passé. Fait que ça m'a fait du bien à moi. J'espère que ça va faire du bien à d'autres aussi. J'ai pas de plan précis de ce qui va arriver par la suite. J'avais juste envie de sortir ça, puis après, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. J'ai une dernière question pour toi aujourd'hui, puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer ensemble un autre petit 15 minutes, si tu veux bien. Oui. On va aller dans la zone qui s'appelle membre VIP. C'est pour nos gens qui ont un petit abonnement avec nous pour un petit 15 minutes de plus exclusif avec toi. J'ai des belles petites questions pour toi après. En finissant, je voudrais savoir pour toi, la faillite, qu'est-ce que ça a le plus changé dans ta vie? Ça a changé ma vision de la vie, complètement. J'avais une vision très carrée puis fermée de ce que ma vie allait être. J'allais ouvrir ma clinique, me marier, avoir des enfants, le chien, la maison. Tu sais, c'était très carré. Linéaire, oui. Oui, très linéaire. Puis je pense que c'est un peu le rêve moyen de beaucoup de gens. Mais je m'étais jamais questionnée à savoir si c'était réellement quelque chose qui me convenait ou si c'était juste parce que, tu sais, au niveau société, ben c'est un peu ça qu'on nous vend, là, tu sais. Ouais. Puis, donc, ça m'a fait réaliser que c'était pas tout à fait ça, là, que je voulais. Ça me permet aussi de... aujourd'hui, j'essaie des affaires, je prends des décisions, puis... il n'y a rien qui est éternel. Je me donne le droit de changer d'idée, puis changer d'avis, puis de changer de direction quand je veux. Ouais. Chose que je me permettais moins avant. Puis, au final aussi, c'est que je suis quelqu'un de beaucoup plus extraverti. Tu sais, veux pas, si je travaille avec le public, ça m'a forcé à sortir de ma coquille, à être beaucoup plus... tu sais, avoir de la facilité sociable, c'est ça que je cherchais comme mot. Donc, ça l'a quand même, tu sais, à part du point de vue financier, que ça a été un désastre total, au point de vue de l'humain, je trouve que ça m'a fait beaucoup évoluer. Très, très cool. Honnêtement, ton histoire est vraiment super motivante, puis j'avais hâte de pouvoir en parler parce que je trouve que c'est définitivement pas ordinaire comme histoire. Puis, au contraire, les gens n'auraient pas voulu en parler habituellement parce que, comme on l'a dit, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose que les gens en ont peur, c'est quelque chose que c'est... Je sais pas, c'est zone grise, disons-le comme ça. Les gens veulent pas que le focus soit là-dessus. Ils vont vouloir, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ont du succès puis qui ont fait faillite, puis ils vont effleurer le sujet, mais toujours, toujours pour retourner vers « Ah non, mais regardez, c'est le beau », puis on veut pas montrer nécessairement le sombre. Je suis d'accord. Fait que reste avec moi, je vais faire mon petit intro, puis on reste ensemble dans la zone VIP. Donc, pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode avec Kayla aujourd'hui. Je suis votre animateur Samuel Baudry. N'oubliez pas de partager l'épisode et de laisser un 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Pour les gens qui aimeraient encourager le podcast, on a maintenant la zone VIP, devenez un membre pas ordinaire. Je vais mettre un lien dans la bio, dans la description ici de l'épisode aussi. Vous pouvez vous abonner et vous pourrez voir des épisodes exclusifs, des moments exclusifs comme on va faire ensemble maintenant. Plein de concours à tous les mois et plein d'autres choses aussi. Donc, allez voir ça. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Ordinaire. Bye, guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite, vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.